Voici le récit d'hommes et de femmes qui furent réunis pendant presque 5 ans sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg pour une campagne séculaire de restauration. Depuis son achèvement en 1439, chaque siècle a connu une telle restauration. Mais pour la première fois, le travail des artisans, techniciens, ingénieurs, architectes allait être observé et conservé pour les générations à venir. À la fin des années 1990, surgirent des inquiétudes sur des chutes possibles de matériaux et sur une éventuelle fragilité de la flèche. La dernière fois qu'un échafaudage avait été monté autour de la flèche, c'était en 1930. Alors en 1999, commença une aventure de 5 ans qui occupa des dizaines, voire des centaines de personnes pour que soit transmis cet extraordinaire témoin du génie des hommes. La flèche avait été élevée sur la tour nord de la cathédrale de Strasbourg entre 1400 et 1439 par Ulrich Denzingen puis Jean Hulse, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, la cathédrale de Strasbourg fut le plus haut édifice construit par l'homme dans le monde chrétien, inscrit maintenant sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Depuis sa construction, la flèche aura résisté à tout, au moins une fois par siècle, à la foudre ou au séisme quand ce n'est pas au malheur de la guerre et aux révolutions humaines. En réponse, au moins une grande restauration par siècle fut autant de substances humaines apportées à sa structure pour la revitaliser. Les travaux, lancés en 1999, avaient 3 intervenants. Il y avait l'État et la Direction régionale des affaires culturelles, propriétaires et maîtres d'ouvrage du monument. L'Église catholique, son affectataire, et l'œuvre Notre-Dame, organisme alsacien qui accompagnait la cathédrale depuis plus de 8 siècles. Pour faire le lien, Christian Schmuckle-Mollard, architecte en chef des monuments historiques, responsable du monument et architecte de l'œuvre Notre-Dame depuis 1999. En même temps que se décidait la protection du public par l'échafaudage, le projet se forma de profiter d'un tel appareillage pour étudier l'état de la flèche et éventuellement d'entreprendre une restauration de grande ampleur. L'État s'appuya alors sur l'œuvre Notre-Dame. Nous, à l'époque, on avait une disponibilité financière qui était liée au report d'un projet d'aménagement et donc on a proposé à l'État de prendre en charge l'échafaudage et donc la mise en sécurité. C'est à partir de ce comité de pilotage que l'œuvre Notre-Dame, sous la direction de Christian, a pris la mise en sécurité de la flèche. Christian Schmuckle-Mollard et l'œuvre Notre-Dame eurent alors pour tâche d'établir en 2 mois, de septembre à novembre 1999, les cahiers des charges nécessaires. Le cabinet Crocci de Rome réalisa le modèle mathématique de la flèche et détermina les paramètres de l'ouvrage à installer, en particulier en matière de prise au vent et de mise en place d'un filet de protection. L'échafaudage a été étudié de telle sorte qu'on ait un poids le plus léger possible. Les études de prise au vent et de force latérale faites par l'ingénieur nous ont démontré qu'il ne fallait absolument pas employer ce filet de protection pour éviter justement des moments de renversement et des problèmes de prise au vent, puisque à une telle hauteur, on doublait entre le niveau bas de la flèche et le niveau haut, la prise au vent et le mouvement de poussée latérale. Donc pas de filet, un seul niveau de tissu tendu, c'est le niveau du pare-gravois et c'est le niveau bas de la flèche qui sert de point de départ à cet échafaudage. Mais avant toute chose, avait été mise en place sur le parvis de Noël, un périmètre de sécurité, c'est-à-dire une zone strictement interdite au public et où les chutes d'éléments étaient possibles. Le chantier commença pour les monteurs de la société Entrepose en janvier 2000. Les températures furent très basses, à une altitude de plus de 100 mètres
et dans des conditions de travail de haute montagne. Ils ont énormément souffert du froid, des intempéries et du vent, puisque entre décembre 1999 et fin mars 2000, on avait des températures régulières qui avoisinaient les moins 10 degrés. Donc une journée complète dans ces conditions météo, c'est assez éprouvant pour les monteurs. Mais le caractère d'urgence était toujours présent quant à la mise en sécurité de la flèche. Donc il y a eu quelques jours d'intempéries, certes, mais nous avons poursuivi le montage même à des conditions de température bien en dessous de zéro. On accédait au chantier et à la tour par un ascenseur monte-charge très confortable. Puis, un escalier de chantier montait à l'intérieur de la tour, en haut duquel commençait l'échafaudage proprement dit. Dans ce monument, tout en hauteur et en exiguïté, de toute éternité, l'acheminement des matériaux fut la difficulté et la prouesse majeure. L'audace de l'échafaudage, d'un poids de 60 tonnes, reposait sur sa conception. Pour n'exercer aucune pression sur la pierre, il fut conçu à partir d'une base formée par une poutre métallique en croix qui le supportait entièrement. La Drac et l'œuvre Notre-Dame avaient fait de la sécurité des personnels, d'un bout à l'autre du chemin, leur priorité absolue. Réussiraient-ils leur pari? Le montage fut exemplaire, et au mois de mars 2000, la flèche de la cathédrale était, pour presque 5 années, entourée d'une fine résille métallique. Pour comprendre les problèmes rencontrés par la pierre, il fut imaginé d'établir, sous la direction de Christian Schmuckle-Mollard, ce document dont l'utilité grandira sans aucun doute dans les siècles à venir, la cartographie pierre à pierre de la flèche. Pour cela, avant que ne soit installé l'échafaudage, on avait procédé à un relevé photogrammétrique au moyen de photographies par hélicoptère. Ce relevé servit de base à l'établissement de fonds de plan, complété par le travail sur place de l'appareilleur Jean-Pierre Clore. Les informations collectées par l'équipe de l'œuvre Notre-Dame étaient de 3 natures. D'une part, on essayait de déterminer à quelle époque chacune des pierres avait été installée sur la flèche. Cet ouvrage ne pouvait être mené à bien que par un observateur averti, Clément Kelleter, artisan et sculpteur qui arpente la cathédrale depuis plus de 40 ans et qui maintient la haute tradition de connaissance de l'édifice qui fit la raison d'être et le prestige de l'œuvre Notre-Dame au cours des âges. Il procéda en premier lieu par des observations directes, l'aspect visuel, l'aspect de taille qui est la marque d'une époque d'artisans, mais aussi les tâcherons, ces modestes signatures que laissèrent les tailleurs de pierre à leur passage au fil du temps. Là, je suis en train de cartographier les époques de restauration. Donc, je commence par les originaux qui sont les plus nombreux. Donc je les mets en jaune. Donc pour les reconnaître, c'est relativement aisé, ici, dans cette partie-là. On a du veiné, qui peut être rouge veiné ou jaune veiné, ou les deux sur une seule pièce. On a le trou de griffe qui servait à la pose, vu qu'il n'y avait rien au-dessus, hein, il venait du dessus, il posait la pièce. Ici, tout ça c'est d'origine. Les joints ne sont pas plombés, sont posés à l'ardoise. Il y a des petites cales en ardoise. Donc voilà, toute cette partie, les escaliers comprises, sont toutes d'origine. Par contre, le pilier d'en face, ici, il est restauré. Alors, premier constat, changement de pierre. C'est une pierre grise. Donc là, il y a déjà eu quelque chose. Il y a un aspect de taille relativement moderne, donc 17e ici. Les joints sont plombés. Et puis il y a des trous de coulée ici. L'aspect de taille est charrué. Hein, on voit bien les petits stries. Là c'est carrément horizontal. Donc là il y a 2 ou 3 époques. Cette pierre, elle me dit quelque chose. Je l'ai vue en haut, au lanterneau.
ça peut être le grès gris que Heckler il utilisait pour reconstruire la partie haute. Donc je suis allé consulter les chroniques qu'on a dans nos archives et effectivement, Grandidier et Krauss, ils disent que la flèche a été gravement touchée côté nord-est dans sa structure. Donc j'hésite pas, je reviens et je la colorie en rose pour la carto. Tout ça c'est restauration de Heckler. Par contre ça a été restauré après, au 20e, par cette console. Et de l'autre côté, il y a du 18e, on en voit une partie ici, qui est du grès rose-rouge charrué. Ce grès rose-rouge, on le retrouve heureusement aussi dans le lanternon, avec une date, 1854. Donc sans hésiter, je la mets au 19e, je relis les chroniques et on redit 1854, gros coup de foudre, détruit partiellement le lanternon et une partie de la structure. Donc je suis assez rassuré de mon diagnostic qui a été confirmé par les chroniques. La deuxième série d'informations concernait la provenance des pierres et la troisième, l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de l'observation, ce qu'on appelle les pathologies, répertoriées en 9 groupes et marquées par des couleurs différentes sur le plan. La pathologie. Donc on a créé une légende ici, fissure du ocellement, fissure du ogypse, désagrégation après fissure du ogypse, débit en plaques, encroûtement, desquame, délit, pose en délit et désagrégation par sablage. Donc la pathologie de cette console qui est répertoriée ici, elle est en jaune. Donc là, la jaune, ça veut dire fissure du ogypse. Donc la maladie, on la retrouve ici. La pierre, elle est complètement pulvérilante. Il y a plein de petites fissures qui, jour après jour, la pierre, elle se désagrège. Donc il faudra la changer. Christian Schmuckle-Mollard fit ainsi établir une triple cartographie de datation, d'origine et de pathologie des grès en œuvre sur la flèche. En superposant ces 3 cartographies, en les comparant, on pouvait tirer des conclusions sur les raisons des désordres et sur les moyens à mettre en œuvre pour y remédier. On s'aperçut que c'était la face nord-est qui avait le plus souffert au cours du temps, c'est-à-dire la face la plus exposée au vent, au gel, aux pluies. C'était la partie la plus vulnérable, donc la plus restaurée, surtout dans cette de pierre que sont les éléments de décor en saillie. Alors, vous voyez ici, en superposant les désordres et la nature du grès, on arrive à savoir quel est, nous avons également un cahier photographique, quelles sont les mesures à prendre, quelles sont les pierres touchées, s'il suffit d'un nettoyage et d'une reminéralisation ou si la pierre est à remplacer. Donc, toutes ces planches sont traduites dans un cahier pratique destiné à élaborer le programme de travaux. Ce travail a été largement entamé par l'équipe de l'œuvre et on sait aujourd'hui quel est le pourcentage employé, sachant que dans cette partie de l'édifice, il est évident sur la flèche, mais comme sur de nombreuses interventions désormais, la volonté est de conserver au maximum le matériau ancien. Vous voyez qu'ici, il y a tout de même une relative authenticité de la flèche d'origine et que ce sont les parties les plus fragiles, c'est-à-dire les décors et les balustrades, qui ont été remplacés au fil du temps à différentes époques. Les conclusions de la cartographie et les observations faites sur place furent rassemblées dans des cahiers qui servirent de support à l'étude préalable, document officiel que l'architecte devait remettre aux autorités pour justifier le bien-fondé de ses décisions. Ces cahiers permirent de chiffrer au plus près le coût prévisionnel du chantier et d'évaluer sa durée.
La question du traitement chimique de la pierre, qui était apparue en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, était au centre de la réflexion de Christiane Schmuckle-Mollard et de la mission de conservation maximale des pierres qu'elle s'était assignée. Mandaté par l'architecte, le laboratoire d'études des matériaux LEM fut chargé de préconiser ou valider des opérations de consolidation. Ce laboratoire, représenté par Stéphane Logel, accompagna tout le travail de restauration. Les pathologies qu'on observe ont bien une origine. Donc en l'occurrence, on s'est très vite orienté vers des problèmes de sel, les sels solubles qui cristallisent en zone subsuperficielle et qui provoquent ces éclatements qu'on rencontre classiquement. À partir de là, on voit bien que la pierre commence à s'effriter. On parle de désagrégation sableuse, c'est-à-dire une décohésion des grains qui sont sous forme pulvérulente. Et donc, à partir de là, on peut effectivement préconiser une reminéralisation de ces pierres. Cette reminéralisation est notamment très importante avant de procéder à des nettoyages. Donc un nettoyage qui souvent chahute un peu la pierre, donc on est obligé de donner un peu de cohérence au grain, de manière à pouvoir intervenir et à pouvoir travailler dessus sans abîmer le support. Certaines pathologies, cependant, furent examinées de façon spécifique. Ce fut le cas des encroûtements noirs vernissés, une sorte de plaquage qui noircissait la pierre et dont on pensait qu'il pouvait être causé par la pollution moderne. Les analyses montrèrent qu'il s'agissait en fait de la remontée en surface d'éléments métalliques contenus par le grès, qui s'étaient oxydés et avaient noirci. Fallait-il enlever ce dépôt et redonner ainsi à la pierre sa couleur rose ou jaune d'origine? Telle ne fut pas la de Didier Merckx du laboratoire de recherche des monuments historiques, pour qui cette couleur sombre était un phénomène naturel qui ne pouvait pas être retiré sans dommage. L'architecte en chef suivit cet avis, mais préconisa une protection systématique de la pierre des ruissellements d'eau qui l'affectaient par la généralisation de couvertures en plomb. L'audace constructive de la flèche était telle, sa fragilité si menaçante, que dès les premières restaurations, on y apporta des renforts, broches métalliques, corsets de fer, puis au XXe siècle, un chaînage en béton. Ce béton fut aussi analysé. Les analyses complémentaires ont permis de voir que la structure en béton armé qui a été mise en place en 1930 n'était affectée que très peu par le vieillissement naturel. On a effectivement une profondeur de carbonatation de 7 mm. Pour un béton qui a maintenant plus de 70 ans, on peut imaginer qu'au rythme actuel de la carbonatation, ce béton peut bien encore tenir 200 voire 250 années avant qu'il y ait vraiment un problème au niveau de la structure elle-même. Donc on a effectivement décidé plutôt de changer de technique de restauration de manière à quand même préserver ce qu'il y a autour. On va pas détériorer la pierre pour quelques mètres carrés de béton. C'est des produits qui sont à base d'alcalin, donc les alcalins qui ont un effet très nocif sur le grès. Donc c'est des sels qui peuvent se former, c'est des sels qui sont expansifs et qui peuvent dégrader sérieusement la pierre. Mais au début du XXIe siècle, la grande nouveauté de la restauration par rapport à celle qui l'avait précédée a été de s'intéresser au comportement du monument dans l'éventualité de secours techniques, puisque Strasbourg est situé dans le sillon rhénan, à proximité d'une faille toujours active. Le maître d'ouvrage a décidé à l'origine du projet d'engager une réflexion sur un renforcement antisismique de cette partie de l'édifice pour savoir s'il était approprié d'apporter un renfort sur cette partie haute de la flèche. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'un renforcement léger pouvait être retenu. Le prestigieux bureau du professeur Croci fut consulté. Ce spécialiste italien avait été appelé partout dans le monde, de la tour de Pise au temple d'Angkor. Il confirma les inquiétudes que l'on pouvait avoir en cas de catastrophe naturelle et préconisa un renfort d'un genre nouveau. Donc il propose de faire un renfort très léger finalement, mais qui permettra
de passer de la partie haute de la flèche jusqu'au niveau du béton en installant deux couronnes dans cette partie-là du lanternon, 2 anneaux ici, de 40 par 35 par 2,5 en inox, d'où partiraient des tiges de renfort, l'une qui sortirait par les ouvertures pour aller dans la partie haute de l'anneau ici, polygonale à la base de la croix, et une autre tige qui descendrait jusqu'au niveau inférieur du béton. Il s'agit de mettre en place des tirants avec dans des perforations droites ou biaises dans la pierre, avec une précision à la fois d'inclinaison, puisque la mise en place de ces tirants doit être garante, encore une fois, de la tenue en cas de séisme. Le secret pour l'antisismique, c'est garder la continuité des structures. Exactement. Dès que vous avez une rupture dans la continuité, c'est là que ça craque. Or, ce renfort, si léger était-il, fut à l'origine d'une réflexion fondamentale de la conservation des monuments historiques. D'abord sur le côté innovant de l'opération, ensuite sur son bien fondé. Puisqu'il ne s'agissait pas de répondre à des problèmes rencontrés, mais à en prévenir d'hypothétiques, en modifiant un tant soit peu la structure du monument. Effectivement, il y a eu un débat qui tenait sur la technique mise en œuvre d'une part, mais surtout les éléments de calcul pris en compte pour mettre en œuvre cette technique. Or, nos partenaires, que ce soit le laboratoire central des ponts et chaussées ou le bureau de contrôle que nous avions invité, qui était spécialiste en la matière, et le bureau italien qui a fait la proposition. Nous avons donc examiné le projet et discuté sur les éléments de calcul qui ont été mis en œuvre. L'installation du dispositif n'avait donc pas que des partisans. Un débat contradictoire fut donc organisé par le conservateur Petri entre les ingénieurs du bureau central des ponts et chaussées et les professeurs Crocchi et Macchi. Ce débat mit en avant des approches assez différentes. D'un côté, on avait un positionnement s'appuyant en grande partie sur le calcul et sur les règlements en vigueur dans les bâtiments neufs. La première remarque, c'est sur le choix du spectre sismique qui a été pris en compte. La valeur qui a été retenue en ce qui concerne l'accélération maximale est de 0,1 G. Or, si on regarde les règles de construction parasismique qui sont donc applicables depuis 1992 en France. De l'autre côté, le professeur Crocchi défendait le principe d'une approche prenant en compte la singularité d'édifices aussi complexes qu'une cathédrale gothique, ne fût-ce que par la diversité des matériaux qui y étaient en œuvre. Je viens, mais moi aussi, de mon expérience, j'ai commencé à travailler dans les ponts et dans les bâtiments. Et il était seulement après que je commençais à être toujours plus engagé dans les bâtiments historiques. Mais en effet, la mentalité, c'est un peu différent. J'ai dû changer un peu de mentalité. Et je ne peux pas raisonner avec la mentalité quand je m'occupais des bétons précontraints et des structures niveau. Parce que ici, les incertitudes sont des incertitudes qui sont vraiment dans la conception même de ce type de bâtiments et de l'histoire très complexe qu'ils ont eue. Et alors, l'on risque, si l'on cherche la précision, de perdre de vue les comportements d'ensemble, la compréhension d'ensemble du phénomène. Les ingénieurs des ponts et chaussées s'interrogeaient sur l'efficacité du dispositif préconisé. Mais le professeur Crocchi s'appuyait sur un modèle mathématique très élaboré qui avait mis en évidence une faiblesse consécutive au bombardement de la guerre de 1870. Le dispositif devait consolider définitivement les 20 derniers mètres de l'édifice. En conclusion, la solution technique qui serait retenue prendrait en compte les remarques des deux parties et le dispositif de renforcement serait installé.
3 mars 2003, en dépit de conditions atmosphériques agitées, le chantier commença officiellement. Les artisans de l'œuvre Notre-Dame avaient en charge les travaux de maçonnerie et de pierre de taille, c'est-à-dire tout le travail de taille, de sculpture et de pose décidé par l'architecte en chef. L'œuvre reçut en outre la mission essentielle de conduire les travaux et de coordonner l'action des différentes équipes. C'est dans ce cadre que Christophe Boulle fut le pivot du chantier. La première journée fut consacrée à la dépose des 4 branches de la croix de pierre qui étaient maintenues autour du fût central par le corset métallique. Il faudrait démonter partiellement le corset et descendre les lourdes branches sculptées. 3 d'entre elles seraient restaurées en atelier, mais la 4e, beaucoup trop abîmée, devrait être remplacée par une copie. Il fut décidé de restaurer ou de changer en tout environ 600 pièces de dimensions très diverses, de la plus simple à la plus complexe. Au moment où commença le chantier, la moitié des pièces avaient déjà été taillées et sculptées dans les ateliers de la Méno. Un homme avait relevé et dessiné chaque pierre, Frédéric de Genève. Je travaille au millimètre, il faut être le plus rigoureux, le plus précis possible, tout anticiper, parce que si l'appareilleur se trompe au niveau du relevé, évidemment, il va donc donner une fiche de taille, les gabarits nécessaires pour que le tailleur de pierre puisse exécuter sa pièce. Lui, il suit les indications données sur la fiche de taille et les gabarits, il exécute la pièce. S'il y a une erreur, le moment voulu lors de la pose, ça peut être dramatique. Évidemment, le poseur, le chef de chantier qui s'occupe de la pose et de l'encadrement, bon, lui a ses petites astuces aussi pour rattraper des petites erreurs, mais il gagne un temps très précieux en posant sans avoir à refaire des retailles ou à renvoyer des pièces en atelier qui doivent être complètement refaites, etc., ce qui peut arriver aussi. Le remarquable niveau de ce travail préparatoire de l'appareilleur permit un gain de temps considérable sur le site et dans tous les travaux de taille et de pose. Ceux-ci furent terminés en 1 an et demi à peine, malgré la suspension des travaux pendant l'hiver. La plupart des pièces furent hissées sur la flèche par un système de treuillage. Les plus petites, malgré leur fragilité, ne posèrent pas de véritables problèmes, mais les plus importantes demandèrent beaucoup de maîtrise dans leur acheminement jusqu'au sommet. Ainsi, les fameuses balustrades. Là, tu descends, non, doucement. Ah, doucement. Bon. C'est bon? Les pièces aux dimensions les plus importantes qui furent manipulées sur ce chantier des années 2003 furent les 2 énormes dés ou baldaquins de pierre, très abîmés, qu'il avait été décidé de changer et de reproduire en atelier. Pour cela, il fallut d'abord extraire les baldaquins d'origine et solidement étayer, en attendant la pose des pièces de remplacement. Toutes les pièces furent scellées entre elles par un coulage de plomb qui épousait les espaces vides entre les pierres sans adhérer, assurant ainsi une étanchéité et une élasticité parfaite du joint ainsi formé. Cette technique existait déjà au Moyen-Âge. D'ailleurs, tout le travail de sculpture, de taille, de pose et de scellement relève d'un savoir-faire au moins aussi ancien que la flèche elle-même. Quand on regarde, il n'y a pas une grosse évolution par rapport aux restaurations précédentes. Comment dire, les techniques restent les mêmes, si tu veux, mais on a des outils qui sont un peu plus performants, mais la technique en elle-même reste la même. Même au niveau du treuillage, de la pose des pierres, du bardage des pierres, c'est exact. En gros, c'est pareil. À part que par exemple, nous, on a du matériel électrique qui nous facilite le travail physiquement, mais techniquement, c'est pareil.
Si le travail de taille et de pose était très bien connu des artisans de notre époque, on a vu qu'il en allait différemment des nouveaux traitements chimiques que Christian Schmuckle-Mollard avait décidé de mettre en œuvre sur l'édifice pour en renforcer et consolider le grès. Nous, pour l'instant, on peut enlever quelque chose qui est sur la surface. Donc, on n'arrive pas à enlever la cause. Donc, on ne sait pas si dans 10 ans, ça va continuer à sortir. De toute façon, nous, on fait aussi un traitement de consolidation de la pierre. Donc, avec du silicate d'éthyle, on a mis au point toujours avec les chimistes avec qui on a parlé. Donc on fait 4 passes de silicate d'éthyle à différents pourcentages. Et on a vu qu'on arrive à consolider la pierre au maximum à 2 cm. C'est toutefois à l'architecte en chef, très vigilante sur ce point, que revint la responsabilité essentielle d'indiquer et de contrôler le niveau d'intensité du nettoyage. La difficulté était l'absence de recul sur des chimiques utilisés depuis une vingtaine d'années seulement et de façon encore plus récente sur le grès. La mise en place de ces procédés restait un domaine très sensible et Clément Kelleter n'était qu'à moitié convaincu. Les nouveaux procédés chimiques qu'on a appliqués, personnellement, c'est des procédés de musée. On met une pièce dans un musée pour les solidifier pour qu'ils ne partent pas en poussière. On refixe les grains de sable. Mais ici, livré aux intempéries, ça, on fait confiance au labo, comme à l'époque, les gens faisaient, si on reparle de l'histoire, chacun fait confiance quand même à des corps de métier qui existent, qui sont là pour ça. Si dans 30 ans, ce n'est pas le cas, il y aura une autre leçon qui sera tirée, qu'on ne le fera plus. C'est comme ça aussi qu'on avance quelque part, je trouve. Donc on a à vérifier si la couche traitée en vaquerouage a perdu de sa porosité superficielle en trop grande quantité. L'architecte fut secondé tout au long de la restauration par le laboratoire des monuments historiques de Champs-sur-Marne et par le laboratoire d'études des matériaux de Saverne. L'avenir seul ferait le vrai diagnostic de l'efficacité de ces procédés. On s'était par contre rigoureusement assuré qu'ils ne nuiraient pas à la pierre. Je ne pense pas qu'il y ait au monde de monument sur lequel la main de l'homme passe avec autant de prudence, de précision, de minutie, de tendresse presque. C'est peu dire que les artisans ont eu pour consigne d'opérer avec une grande délicatesse sur les parties à nettoyer. On travaille à basse pression pour ne pas abîmer la pierre. Et c'est entre 0,5 et 1 bar. On ne va pas plus près que 25 cm. C'est la licence minimale qui est donnée par l'ONB, en accord avec l'architecte. On ne reste pas toujours à 25. On se met plus loin, on fait un mouvement de balayement pour pouvoir maîtriser mieux le nettoyage. Mais si on va plus près, il y a des risques aussi de faire une tâche plus claire qu'on ne peut pas rattraper. Mieux vaut être un peu plus loin et faire une partie homogène plus grande plutôt que d'être trop près et enlever trop d'un coup. À partir du moment où on commence à voir les pigments de la pierre, on stoppe et on continue sur une autre partie. Il ne faut pas que toutes les parties noires soient enlevées parce que ça enlèverait trop de pierre. Il faut enlever une mince pellicule. Un parti pris de cette restauration a été de protéger la pierre par des revêtements en plomb de toutes les parties horizontales. En 2004,
on ne connaissait pas de protection dont la technique fut à la fois si maîtrisée, l'action si durable et si efficace, et qui fut aussi parfaitement connue depuis tant de siècles. La façon de travailler le plomb aujourd'hui, on la retrouve 300-400 ans en arrière sans problème. Mais installer du plomb sur une flèche gothique a toujours posé des problèmes particuliers. Rien n'est droit, on est obligé d'épouser la forme de la pierre et on est obligé d'adapter les morceaux de plomb par rapport à la forme. Pour Clément Kelleter, une autre question se posait. Pourquoi ce travail de couverture d'une nécessité si évidente n'avait-il pas été entrepris lors des restaurations antérieures, en particulier dans les années 1930 et 1970, et surtout au-dessus des parties en bas-relief si vulnérables? Mais ça me paraissait évident en 70, en 30, qu'il fallait mettre un revêtement, mais aucun ne l'a fait. Là-haut, en 30, ils ont couvert de plomb cette partie-là, la partie ici. Là, ils ont vu qu'il y a des dégâts parce qu'il y a des surfaces planes. Là. Ça, ils l'ont couvert, parce que là aussi, il y avait des dégâts. Par contre, ici, non. Et pourtant, les écrits de l'autre côté, ils ont complètement disparu. Et ils étaient déjà manquants en 70. Et l'archi de l'époque ne s'est pas senti obligé. Il a continué à faire souffrir ces parties-là. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Le corset métallique en place avait été installé dans les années 1830. Il fallut le déposer par tranches successives et lui faire subir analyse et traitement. La société de métallerie Nouirit fut missionnée par la DRAC. La chose qui nous a tous surpris de façon positive, c'est le fait que ce corset s'est excessivement bien déposé. Je crois qu'on s'attendait tous à ce que ce soit difficile, on soit obligé de couper tous les boulons, etc. Et en réalité, on a vraiment pu tout démonter, pièce par pièce, repérer, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne surprise, qui prouve quand même que finalement, il travaillait bien à l'époque, hein, il faisait les choses bien. Les analyses du métal procédées par le LEM montrèrent qu'il s'agissait d'un fer doux et non d'un acier, lequel, contenant de très faibles quantités de carbone, n'avait pratiquement pas été oxydé par le temps. Si on a autant d'éléments de ce corset métallique à l'heure actuelle, c'est que c'est vraiment un fer de qualité. C'est un gage finalement pour continuer avec ces éléments, quoi. C'est une garantie qu'on va pouvoir avoir de savoir que ces fers ils vont tenir dans le temps. Les ceintures de fer se verraient appliquer 2 renforts supplémentaires, d'abord par galvanisation, puis par un double passage au thermolacage, une véritable carapace de peinture. Comme prévu lors des études, tout le système de boulonnage a été changé par des pièces d'inox. Il ne faut pas que le fer touche la pierre et risque de rouiller au dos de la pierre. Là, on ne touche pas. Ici. Vous enlevez ici, là. Oui. De toute façon, ici, ça se touche. Et là, il y a un grand vide. Quand on touche, il faut mettre du plomb. Donc à ce moment-là, on met une bande de plomb à ce niveau-là, derrière. Chaque fois que vous êtes... Ça. Chaque fois qu'on touche, on a une plaque de plomb. Il n'y avait rien derrière. Et c'est pour ça que ça a rouillé. On a trouvé le fer, l'eau coule là, et à la longue, elle finit par rouiller la face arrière. Donc le plomb va servir pour empêcher la rouille du fer, mais ça ne va pas se produire demain. Le fer va frotter et la peinture va partir, même si elle est laquée au four. Donc soit on a un vrai petit vide de 2-3 mm et l'eau coule, soit on n'a rien et on a une plaque de plomb. Hein? Mais la plaque de plomb, il ne faudrait pas qu'elle soit trop galette. Hein? Non, c'est du 3 mm. Et pour François Nouirit, le rapport entre eux des artisans à travers les siècles n'était pas une abstraction, ni le regard que les équipes du futur porteraient sur son travail. J'espère qu'ils vont trouver que c'était un ouvrage bien réalisé, qui s'adaptait parfaitement à la cathédrale. C'est ça mon souci le plus grand. Comme du reste, quand moi j'ai démonté le corset métallique qui a été réalisé en 1870, on a effectivement vu que c'était parfaitement adapté à l'ouvrage. Comme Christian Schmuck-Lemollard et le LEM l'avaient mis en évidence, le béton a été très peu entamé par le temps.
Il suffirait de traiter les fers mis à nu par l'usure et de reconstituer les surfaces. Finalement, le principal problème viendrait de la peinture à appliquer sur ce matériau moderne, qui devrait rester en harmonie avec les pierres voisines. Mais le décapage de l'ancienne peinture, que l'on soupçonne de contenir des substances toxiques, fut l'objet d'une procédure administrative complexe. Il est vrai que cet aspect très administratif et réglementaire est un point essentiel pour comprendre la véritable réussite d'une entreprise de restauration de cette ampleur et de cette difficulté. À Strasbourg, la restauration put s'appuyer solidement sur la conservation des monuments historiques, et en particulier sur cette cellule des travaux et marchés qui suivait avec beaucoup de rigueur toutes les procédures légales, de la constitution d'appels d'offres aux réceptions de travaux finis. Nous fonctionnons avec un financement de l'argent public sur des budgets que nous devons utiliser suivant des règles très strictes de l'application du Code des marchés publics. Donc, dans un premier temps, nous sommes chargés de faire appliquer ces règles-là. Nous sommes, quelque part, le contrôle de l'administration sur les opérations qui vont se dérouler. À la fois, nous devons nous assurer que les opérations sont menées dans le respect du monument et selon un certain nombre de règles qui ont été établies. Sur cet échafaudage, dans ce décor de pur gothique en plein ciel, il était assez facile, certains matins, de se projeter hors du temps et d'imaginer le travail des artisans du jadis. Car la vie au jour le jour ne devait pas y être bien différente de ce qu'elle fut dans les temps anciens, ni peut-être dans les temps à venir. Il suffisait de changer les costumes, d'oublier le métal de l'échafaudage et l'électricité des outils. Mais pour les artisans, comment ne pas penser aux anciens et aux successeurs, d'autres jeunes gens, d'autres temps, avec d'autres musiques dans le cœur, et la même tâche à accomplir. On travaille sur des pierres qui ont été faites, qui ont été taillées pour la plupart il y a 500 ans, donc forcément on essaye de voir comment eux pouvaient travailler, puisqu'ils n'avaient pas la même facilité par rapport aux matériaux qu'on a nous maintenant, quoi, hein, par rapport à l'échafaudage, par rapport aux outillages et tout ça. Une pièce posée ensuite, par exemple, sur la cathédrale, elle va durer des siècles. La référence, elle sera la référence du prochain relevé par le prochain appareilleur ou la personne qui s'occupera des relevés. Donc, il ne faut pas oublier les détails, il faut être très, très, très précis. Ce chantier est très intéressant parce qu'il allie finalement plusieurs techniques. La technique ancienne où on restaure la pierre avec les mêmes outils, avec les mêmes techniques que lors de la construction. Mais également, on a développé des techniques modernes et technologiques comme des renforts avec des barres de fibres de verre. On a remis un corset antisismique, etc. Donc il y a vraiment eu dans ce chantier une part technologique d'innovation importante. Si jouer un peu, il faudrait pas. Parce que si on fait ça, si on joue là-dessus. Pour le professeur Croci, la partie en béton, si elle renforçait l'ensemble, avait l'inconvénient d'être un point de rupture possible, puisqu'elle rompait l'homogénéité matérielle de la flèche. Le renforcement prévu avait pour objet d'éviter cet effet en redistribuant les mouvements et les forces dans des barres métalliques qui unifiaient le béton et la pierre. Le cabinet Croci avait donc prévu de relier ces parties différentes par un faisceau de barres métalliques très souples et très résistantes. Ce système aurait été installé si les laboratoires du LERM n'avaient procédé à une auscultation des maçonneries au radar. Cette auscultation radar a permis de voir que les zones dans lesquelles on pensait faire étaient occupées, si l'on peut dire, par une structure métallique d'origine, c'est-à-dire tout un système de goujonnage qui solidarisait les blocs dès leur installation au XVe siècle. Donc on a préféré reconsulter l'ingénieur, le bureau Croci, pour vérifier si on ne pouvait pas passer avec un autre tracé.
ça nous a demandé des études complémentaires. On a trouvé un autre tracé qui est d'une manière plus simple et plus compliquée si on veut. Le tracé est simple, mais passant en dehors de la pierre, il a fallu mettre au point un système de ceinture avec rotule pour relier les barres verticales, les barres d'acier. Dans la nouvelle formule, donc, les barres, au lieu de relier directement le sommet au béton en traversant la maçonnerie, devaient être relayées, redistribuées à la main par des rotules, éviter la perforation centrale en passant à l'extérieur du grès et venir se fixer en haut du béton. Ce dispositif modifié était moins destructif, mais pour certains, comme Clément Kelleter, l'aspect esthétique ainsi lésé était contestable. Il y aura plein de câbles qui passeront à l'extérieur, mais vu d'en bas, ça sera pas grave, mais vu sur le site même, c'est quand même des câbles totalement étrangers à l'architecture de base. La simple modification du projet antisismique occasionna un retard de plusieurs mois et des conséquences pratiques dans l'organisation du chantier, en particulier pour le remontage intégral du corset et de la croix. L'opération demanda une très haute précision. On est quasiment au millimètre, quoi. On a fait des gabarits, on a tout relevé sur des gabarits en bois qui ont été mis positionnés sur des pointes. On a redescendu tous nos aplombs. Alors là, le but de l'opération, c'est que maintenant on va assembler notre couronne avec tous les boulons. Et puis, à l'aide d'un palan, on va la monter et pour la mettre en place. Les percements qui furent effectués pour laisser passer les barres furent eux aussi une affaire de très haute précision, qui exigea un matériel de grande technicité et spécialement conçu pour les monuments historiques. C'est un matériel qu'on utilise toute l'année, qu'on sait utiliser. Ici, la spécificité a été de créer des mèches spéciales, c'est-à-dire au niveau du diamètre et au niveau de la dentition, pour permettre un bon refroidissement à l'air, compte tenu que nous ferons dans du béton armé à sec et dans du grès qui est une pierre dure et abrasive. Un matériel un petit peu spécifique, monté sur un rail qu'on adapte sur site, qui permet donc de ne pas créer bien sûr des percussions sous l'édifice. Tout est par vibration. Vous êtes arrivé au bout là? Ah non, pas du tout, non, j'ai percé une dizaine de centimètres là. Ben là, vous allez retrouver d'autres morceaux de ferraille. Oui, parce que là, je passe actuellement, je commence à passer cette partie-là. Là, vous êtes dans le grès et vous allez retomber sur le bord de la corbeille. La mise en tension de l'ensemble effectuée et les bureaux de contrôle ayant validé les travaux, l'État en prit officiellement possession lors de la réception fin 2004. Quelles leçons en tirer? Cet ouvrage si spécifique et parfois contesté s'inscrit dans la ligne des interrogations séculaires sur la stabilité de la flèche. Comment les générations à venir regarderont-elles cet ouvrage? Le 28 septembre 2004, le chantier a été achevé. C'est l'occasion pour ces acteurs de se retrouver sur la plateforme en bas de la tour. Les travaux sont terminés et le pari a été tenu. Aucun accident n'a eu lieu tout là-haut, à 100 mètres de la terre. C'est un beau chantier qui se termine de manière relative parce que l'édifice devra toujours faire l'objet de travaux. On a vu que des parties hautes sont tellement soumises à des contraintes que c'est l'objet d'une attention constante. Mais il y a une phase décisive de grands travaux séculaires qui s'achèvent. Et je crois qu'on ne peut être que satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Tous les acteurs de la restauration, cependant, au moment de se disperser, ont le sentiment d'avoir été un moment essentiel de la vie de la flèche, celui où, une fois par siècle, cet organisme vivant se régénère et demande à l'humanité son énergie, son intelligence et son audace pour demeurer la merveille qu'elle est. Et sans doute, s'ils sont fiers de leur ouvrage, ils sont aussi conscients que la perfection n'est pas de ce monde. Et ils attendent une forme d'indulgence de la part de ceux qui monteront, et le plus tard possible, tout là-haut, avec leurs connaissances bien plus avancées, leurs autres idées, leurs autres préoccupations, leurs autres espoirs.
et leurs autres musiques. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de restauration nécessaire dans 100 ans. Le dernier chantier, gros chantier sur la Flèche, c'était dans les années 30. Et on a tout lieu de croire que notre chantier a été réalisé dans de bonnes conditions, mais c'est bien effectivement dans un siècle qu'il faudra y revenir. C'est certainement une nécessité, ce n'est pas un objectif en soi, hein. L'objectif, c'est d'intervenir le moins possible. Alors, pour intervenir le moins possible, on ne baisse pas la garde sur la surveillance et l'entretien de l'édifice. En une quinzaine de jours seulement, aussitôt après la pose du nouveau paratonnerre, l'échafaudage fut démonté. De septembre 1999, où avait été décidée sa mise en place, jusqu'à ce mois d'octobre 2004, il se sera écoulé 5 années. Il avait fallu 20 ans seulement pour concevoir et édifier la Flèche. Ces chiffres inclinent à une forme d'humilité, bien sûr, mais aussi à la fierté de voir que l'homme a été capable de maintenir un tel niveau d'attention et de réflexion sur ce monument unique.